Les Mugiwara vont perdre face au roi du monde. Après une apparition exceptionnellement remarquée, Imi Nerona s'illustre au combat dans ce chapitre pour la toute première fois et le résultat est littéralement époustouflant. Les géants ainsi que Zoro et Sanji, les plus puissants membres de l'équipage de Luffy, sont littéralement impuissants face à l'aura démoniaque du très grand Imi. Dans cette vidéo, vous découvrirez une fois de plus tout ce que vous devez savoir de ce chapitre et tout ce que vous avez très probablement pas vu. Du parallèle inévitable entre Imi et la puissance divine des nerfs qui pourrait mener Elbaf à vivre le même destin que Skypiea, à l'explication complète du Omen, la première technique nommée d'Imi qui cache un nombre incalculable de secrets, jusqu'à la prédiction de comment et pourquoi, malgré sa domination, Imi sera forcé de rentrer sur Marie-Joise, laissant la vie sauve à nos protagonistes. Vous aurez compris qu'on a beaucoup à faire et à dire dans cette review, que je vous invite à liker pour me soutenir. Merci à tous et à toutes. Commençons cette longue analyse après un court placement de produit. Aujourd'hui, c'est Arknight Enfield qui est à l'honneur. C'est un RPG stratégique en temps réel et en 3D où tu contrôles une équipe de 4 personnages combinant effets élémentaires et différentes compétences pour forger ta façon de combattre. Mais tout n'est pas aussi simpliste. Arknight a tout un côté stratégique pendant les combats qui te permet de vraiment coordonner tes persos et leurs compétences pour multiplier leurs effets et sortir des combos hyper efficaces en plus de provoquer un sentiment de satisfaction délicieux. Tu peux aussi construire et gérer une sorte d'usine automatisée qui ira directement impacter ton gameplay, les ressources que tu vas collecter et l'équipement que tu pourras crafter. Ce système de construction mélangeant le craft et la gestion industrielle va complètement te changer des RPG classiques vus et revus depuis des années. Et même si le jeu est encore tout récent puisque sorti le 22 janvier 2026, la première grosse mise à jour est enfin disponible. À l'aube du printemps, c'est le nom de la mise à jour, introduit un tas de nouvelles choses avec une extension du scénario principal, un nouveau combat de boss des plus exceptionnels proposés jusqu'à présent, que ce soit visuellement ou dans ses exigences techniques, des nouvelles zones, événements et améliorations, tout ça, mais aussi et surtout un nouveau personnage 6 étoiles, Shuang Fangyi. Pour faire simple, elle est spécialisée dans les dégâts et son style repose sur l'utilisation de l'électricité et du combat à l'épée. Son ultime lui permet de renforcer tous ses attributs et la place directement en must-have dans son équipe. Voilà, je pense que je pouvais pas vous donner envie plus facilement et rapidement. Si vous êtes intéressé, alors le jeu est absolument gratuit sur PS5, PC ou encore mobile et vous pouvez totalement le télécharger dès maintenant avec le lien en description. Vous savez quoi ? Bon jeu et profitez bien les refs. On commence par l'habituel résumé du chapitre et écoutez-moi bien, il n'a jamais été aussi rapide. Imi passe directement à l'action et son objectif premier est très clair, libérer ses chevaliers divins. C'est ce qu'il parvient à faire et d'une façon assez prodigieuse, il coupe les doigts de Gerd pour libérer Summers et le régénère en utilisant Omen, une flamme noire capable autant de soigner que de détruire comme Zoro a malheureusement pu en faire les frais. L'autoproclamé Seigneur des Enfers aura bien tenté d'arrêter Imi. En vain, même avec le haki des rois enduit sur ses lames, il se fera stopper par le démon Nerona qui n'aura besoin que d'une utilisation du Omen pour le laisser KO. Sanji de son côté vivra le même sort, Imi libérera Killingham de ses entraves et explosera le prodige des Vinsmoke d'un seul et unique coup de pied, laissant l'élite des Mugiwara dépassée par sa puissance subir une défaite écrasante pour la toute première fois depuis bien des années. Le chapitre se clôt par l'intervention de Loki face à Imi dans une magnifique page annonçant un prochain chapitre encore plus palpitant que ce dernier. Je pourrais chialer de joie, Imi apparaît et il y a pour la première fois des conséquences à ses actes, ou du moins des conséquences ayant des répercussions directes sur les protagonistes actuels de l'arc. Gerd se retrouve les doigts coupés, Stansen lui a la jambe coupée, Airudin se fera one-shot, tout comme Zoro et Sanji, qui bien qu'étant les ailes du roi des pirates, n'ont rien pu faire face à la puissance et à la résistance d'Imi. Mais faut pas s'arrêter qu'à ça, on va bien sûr analyser le Omen un petit peu plus loin, il y a globalement plein de petits détails qui rendent les actions d'Imi encore plus incroyable quand on les remarque. Déjà, Imi semble se téléporter du haut de la tour au sol. Il utilise probablement l'un des pouvoirs démoniaques qu'il cache bien jalousement pour l'instant. Symboliquement, faut aussi se rendre compte que c'est la première fois que nous voyons Imi au sol, capable d'être vu de haut par les géants. Pour quelqu'un qui a toujours eu une posture dominante en étant toujours en hauteur, perché sur son trône, je sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué. Voilà, Imi doit sûrement détester cette position, bien qu'il soit un semi-géant. En effet, et à en juger la taille qu'il a face à Zoro ou Loki, on peut estimer qu'il fait bien la taille d'un barbe blanche, 6,66 m pour le diable, on fait pas mieux. Sur Marie-Joise, sa forme est donc une forme, on va dire passive, l'empêchant probablement d'utiliser trop d'énergie, et à l'inverse, je pense que cette forme sur Elbaf n'est pas non plus définitive et qu'une transformation encore plus grande lui est possible, le reveal n'est donc pas terminé. Cette masse l'empêche pas d'être terriblement rapide, ça en est carrément flippant, l'attaque qu'il a portée sur Gerd n'a pu être anticipée par personne, au point où Gerd elle-même ne s'est pas rendu compte tout de suite de ses blessures, sans compter la précision
précision chirurgicale à laquelle il a agi. Cette agilité-là, c'est vraiment le très très haut du panier. Le maniement de sa lame est donc exceptionnel et la coupure nette de la jambe d'un géant, comme si c'était une petite plaquette de beurre sortie 30 minutes du frigo, sans une seule utilisation du haki, prouve bien qu'Imu et sa lame sont si puissants qu'ils n'ont même pas besoin de recourir à la forme de l'armement. Alors évidemment, je dirais que cette arme est au minimum un Saijo Owasamono, mais j'espère qu'elle est carrément à un niveau encore au-dessus, qu'elle soit impossible à catégoriser tant elle est unique. Maintenant, parlons du combat contre Zoro. C'est choquant de voir l'autoproclamé Seigneur des Enfers aussi inefficace. L'une de ses plus puissantes techniques se retrouve à être parée sans un seul tremblement. Quant à lui, il se retrouvera hors d'état de nuire après s'être pris un shot d'Omen dans la tronche. Alors désolé, mais quel plaisir de voir le si surpuissant Zoro perdre aussi facilement, car même si on l'a déjà vu échouer face à des monstres de puissance pour toujours mieux s'en sortir par la suite, Zoro n'avait pas tous les pouvoirs finaux jusqu'à présent, le haki sous toutes ses formes et j'en passe, comme ce qu'il a aujourd'hui quoi. Donc là, même avec tous ces éléments et ses atouts, il n'a rien pu faire et tant mieux. Ça redonne un semblant de suspense pour la suite. Côté Imu, comme je le disais, son Omen sera analysé plus loin. On peut toutefois noter que lors du rush de Zoro, les yeux sur son nuage noir l'ont suivi du regard, ce qui leur donne une très probable utilité. Imu a autant de points de vue et de vision qu'il n'a d'yeux, rendant sûrement impossible des attaques surprises. Son haki de l'observation doit être bien trop élevé, peut-être même le plus élevé qu'on ait jamais eu. De plus, chaque œil a un mouvement individuel qui lui permet d'avoir une vision parfaite, comme montré lors de son vol vers Sanji, et qui lui permet de trouver et cibler avec précision Gunko prise dans la glace. Donc très clairement, c'est pas pour de la déco, c'est pas du design, ça rend Imu à la fois plus terrifiant mais aussi plus puissant. Parlons-en du cas de Gunko. On se demandait si Imu allait être capable de la libérer. Eh ben, on n'a pas la réponse, mais il a en tout cas utilisé son Omen contre le bloc de glace dans lequel elle est prisonnière et que seul Ragnir est censé pouvoir annuler, d'après ses dires. Très honnêtement, je doute qu'il ait utilisé cette technique sans qu'il y ait de conséquences derrière. Si Imu m'a bien donné une seule impression dans ce chapitre, c'est qu'il savait totalement ce qu'il avait à faire. Il connaît ses limites, ses pouvoirs et tout ça. S'il ne s'est pas arrêté pour savoir si l'attaque contre Gunko avait fonctionné, c'est sûrement car il en avait déjà la certitude, et si c'est le cas, ça montre bien que son pouvoir de flamme qu'il invoque surpasse n'importe quel pouvoir d'autres fruits du démon en fait, donc celui de Ragnir. On peut alors croire que s'il n'a pas utilisé la même technique contre les géants de congelés de la Galela, c'est simplement car il ne se doute pas de leur existence sur Punk Hazard, et ça ne serait pas la première fois que les scientifiques cachent quelque chose à leurs supérieurs. Emmet a été préservé pendant 3 siècles par les scientifiques du gouvernement pour se retrouver finalement sur Egghead. Pourquoi n'aurait-il pas fait de même pour ces géants piégés dans la glace? On en vient finalement à Sanji. Killingham est libéré et régénéré de la même manière que Sommers, et Sanji lui va vivre le même destin que Zoro, bien qu'utilisant son meilleur Ifrit Jump, ça ne suffira absolument pas. Par contre, il goûtera à son propre karaté en se prenant un retourné d'Imu enduit de flammes noires sur son pied, provoquant une explosion absolument hallucinante. Alors Sanji, je m'en fais pas trop non plus pour lui, son exosquelette l'a rendu bien plus résistant depuis Onigashima et il semble même capable de se reformer s'il est trop amoché, ça va. Zoro, c'est pareil, en vrai il est connu pour sa robustesse, son endurance, de toute façon, qu'on soit clair, ils ne peuvent pas mourir là maintenant. Ce chapitre sert juste à montrer l'écart qu'il y a entre Imu et les autres, ce qu'il a réussi à faire sans effort, sans compétence particulière non plus. Et comme je le disais, c'est génial, car tout ce qu'on craignait, c'est que Imu ne soit pas à la hauteur, qu'il n'y ait pas de conséquences à son apparition. Ça aurait été le pire que l'on puisse imaginer pour l'apparition du roi du monde ultime. Mais derrière cette joie, je tâcherai quand même d'être un petit peu mesuré, car rien n'est jamais trop dramatique non plus avec Oda. Zoro et Sanji, ils seront out, KO, ils auront pris la douille de leur vie, ok, peut-être. Mais c'est pas forcément grave ou irréversible. Gerd et Stansen ont l'air d'être dans un sale état, tout comme Brogy, par ailleurs, qui se retrouve avec une main en moins. Mais là encore, j'ai un petit peu du mal à y voir une très grande tragédie quand on a un Vegapunk pas très loin qui est assez connaisseur en médecine pour se cloner, pour soigner Bonnie, bref. À tout moment, il parvient à greffer de nouveaux membres aux géants ou au pire des cas leur donner des attributs de cyborg. Je sais pas comment ça s'appelle le terme. La cyborgisation? Non, je vous laisserai me dire en commentaire. Donc même si c'est impressionnant et très cool de voir les protagonistes en difficulté et de voir un ennemi aussi impassible, monstrueux et charismatique, qu'on se le dise, attendons un petit peu avant de trop nous exciter et penser qu'il y aura ne serait-ce qu'un mort dans cet arc. Même si en vrai, Oda peut totalement faire Kaneyaru, vu son âge, j'attends de voir ce que fera vraiment Imu et l'impact qu'il va laisser. J'espère que ça sera à la hauteur de nos attentes. En tout cas, il est clair que cette apparition très remarquée et la peur qu'a insufflé le roi du monde n'avait pas été ressentie depuis longtemps et en vrai, sans mentir, je pense
que je ne l'ai pas ressenti depuis Skypiea. Si dans tout One Piece il y a un personnage auquel on peut assimiler Imu, c'est bien Ener. Ce n'est pas pour rien si ce sont les seuls êtres autoproclamés dieux se positionnant en tant qu'antagonistes de l'œuvre, ils représentent la même forme de danger. Un danger divin. Sur Skypiea, Ener utilisait son fruit du démon et son mantra, son acquis de l'observation, pour écouter tout ce qu'on disait de lui et punir les éventuelles rébellions, c'était le pouvoir de son oreille. Aujourd'hui avec Imu, nous avons un personnage assimilé à la vision, à l'œil qui voit tout, lui permettant le déplacement quasi instantané n'importe où sur Elbaf, précisément à l'endroit où se trouvent ses sbires et ses ennemis. Mais surtout, c'est la première fois depuis Ener que les deux ailes de Luffy, Zoro et Sanji, sont absolument inefficaces face à un adversaire et même qu'ils se fassent vaincre sans aucune forme de ménagement. Rappelez-vous que sur Skypiea, ni Zoro ni Sanji ont pu affronter d'une façon ou d'une autre Ener quand ce dernier n'a eu qu'à les one-shot, littéralement. C'est un parallèle que je vous faisais déjà dans la dernière review, en particulier concernant l'histoire d'Imu, qui serait en partie similaire à celle d'Ener, un être céleste déchu et banni de son peuple qui a cherché à prendre sa revanche sur le monde et s'élever en dieu ultime et unique. C'est ce qu'Ener aurait fait après avoir obtenu le Goro Goro no Mi, détruisant son île, Bilka. D'après ma théorie, Imu aurait donc vécu la même histoire en tant que Lunarian et être céleste, il aurait été banni de sa propre tribu après s'être révolté contre le roi des Lunarians, celui qu'on peut alors considérer comme le dieu du monde, puisque les Lunarians et leur royaume étaient autrefois appelés respectivement dieux et royaume des dieux par le reste du monde. Ce n'est qu'en récupérant le fruit du démon originel que Imu a pu s'élever de tous les Lunarians, devenant ainsi un roi, un dieu, mais aussi un démon. Et très honnêtement, la similitude entre Ener et Imu ne s'arrête pas là. Juste en les comparant physiquement, vous avez deux personnages qui tiennent une arme longue, les pantalons sont dans le même style, et le Hagoromo d'Imu, ce nuage noir derrière son dos, a les mêmes formes que les tambours d'Ener, là où normalement les Hagoromo des Zoan éveillés passent devant le corps du personnage. Ce que nous avons là, c'est juste la version ultime d'Ener, quoi. Tout simplement, on comprend mieux pourquoi Nika a été vraiment teasé pour la première fois durant l'arc de Skypiea. Sans le savoir, c'est aussi à ce moment-là que le principe de Dieu et du roi du monde, incarné en Imu, venait de voir le jour et d'être teasé. Plus encore quand on pense que Luffy a battu Ener avec un élément datant du siècle oublié, à savoir l'or de Chandora, une île dont l'histoire est intimement ancrée dans celle du deuxième monde, c'est à se demander si Imu en personne ne pourra pas être vaincu que par un pouvoir ou une puissance venue du siècle oublié, comme une arme antique par exemple. Et justement, en parlant d'armes antiques et de puissance destructrice, si j'ai introduit le sujet d'Ener, c'était précisément pour vous rappeler une chose qui s'annonce comme un présage sur Elbaf. Les gars, je le dis et je le redis, Imu va en partie détruire Elbaf. Tous les astres sont alignés pour un foutu final explosif dans cet arc. Rappelez-vous que la dernière fois que nous avons affronté un dieu, donc Ener, ce dernier a accompli tout ce qu'un méchant avait à accomplir. En plus d'avoir réalisé son rêve de se rendre sur la lune, il a fait ce que aucun méchant n'avait fait avant et après lui, il a détruit l'île sur laquelle il se battait. Avec son Raigo, Ener a atomisé Angel Island, qui était littéralement la ville principale des Skypiéens. C'est comme si Kaido avait détruit la capitale des fleurs ou que Doflamingo avait détruit Dressrosa. Ça nous paraît inconcevable dit comme ça, c'est ce que Ener a fait. Et s'il n'avait pas été arrêté par Luffy, c'est Skypiea tout entier qui serait parti en fumée. Là où sa technique Mamaragan invoquait des faisceaux d'énergie s'écrasant sur tout le pays pour détruire villages et environnements, Imu a utilisé l'arme antique alimentée par Mother Flame pour reproduire exactement le même scénario sur Lulusia pour finir par la rayer de la carte. C'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui sur Elbaf. Je vois vraiment pas d'autre solution, pas d'autre scénario. De par sa propre puissance, par l'énergie de son Omen, Imu anéantira une partie de l'arbre d'Adam. Ça fait plus d'1 an que je tente de vous convaincre de ce funeste destin que vivra Elbaf. Le 15 février 2025, je vous ai sorti une vidéo quasiment entièrement dédiée à ce sujet, tout en prenant le même exemple sur Ener que je vous ai pris aujourd'hui. Et avec l'apparition en chair et en os d'Imu sur place, ça ne fait qu'accorder du crédit à cette théorie. En dehors de la défaite cuisante des Mugiwara et des performances exceptionnelles d'Imu dans ce chapitre, ce qui est le plus notable dans tout ce qui se passe aujourd'hui reste à mon sens cette flamme utilisée par Imu qui est sobrement nommée Omen. Dit comme ça, on ne croirait pas que ce nom a une quelconque importance. Pourtant, c'est précisément tout l'inverse. Cette technique d'Imu est bien plus révélatrice que vous ne pouvez l'imaginer et je vais tout vous expliquer. Omen est un mot anglais entièrement récupéré du latin et signifiant présage ou encore augure. Ce n'est donc rien de positif ou de négatif, en tout cas pas tant que ce n'est pas précisé. Finalement, un présage n'est qu'un signe d'un événement, qu'il soit mauvais ou bon, qu'il soit divin ou temporel. Et dans One Piece, c'est quoi la place des présages? Genre là, qu'est-ce qui fait que ça a un sens avec la technique
techniques d'Imu, son apparition, etc. Parce que depuis quelques années, et surtout depuis le BAF en fait, le destin du monde se dévoile à travers divers présages ouvertement annoncés et attendus. Au chapitre 1136 par exemple, Yarul dit bien que l'apparition de Nika est annonciateur d'un grand changement, donc le retour de Nika et son apparition dans le monde est un présage. Pour les géants, ça peut être d'ailleurs à la fois un bon présage en tant que sauveur du monde ou un mauvais en tant que destructeur. Dans le même chapitre, on apprend qu'une prophétie annonçait la naissance de Loki comme d'une calamité, qu'il était maudit. Ce funeste présage, on le doit à Astrid, la mère de Loki, qui en a décidé ainsi en voyant les pupilles de serpent du jeune prince. On ne pouvait s'attendre à mieux venant d'elle, qui voyait augure et présage en un peu chaque élément du monde, après avoir étudié l'art de la terre et du vent. Et toujours en restant sur Loki, mais en changeant de chapitre, lors de son introduction au 1130, il était très clair que sa libération provoquerait la fin du monde. On est là encore sur un présage funeste, puisque le même jour, Loki finira par être libéré, mettant à exécution une autre prophétie de Yarul au chapitre 1174 sur l'apparition de Nidhogg et du dieu soleil, le jour où le tonnerre gronde et la neige tombe. Donc oui, on peut le dire, les présages sont au centre de l'histoire, car ils sont l'histoire. Maintenant, on peut aussi se poser la question de l'intérêt d'utiliser à nouveau un mot latin. Après le Domi Reversi, voici le Omen. Pourquoi pas du japonais, comme quasiment toutes les techniques connues à ce jour? Eh bien, figurez-vous qu'une fois encore, ça semble parfaitement cohérent avec le personnage d'Imu que de lui prêter un langage aussi ancien que le latin. Si Imu vient d'aussi loin que le siècle oublié et même plus encore, alors tout comme dans notre monde, les langues et dialectes ont évolué également. C'est pour ça qu'au Moyen-Âge, les textes religieux et les prières étaient en latin, la langue officielle de l'Église catholique, mais aussi de l'Empire romain il y a de cela fort longtemps. Et ça tombe bien parce que le nom d'Imu Nerona serait inspiré de Néron, l'empereur romain. Donc tout porte à croire que non seulement le nom mais aussi l'époque d'Imu serait aussi liée à l'époque romaine, comme toutes ces techniques seront de locution latine, renforçant le lien religieux et historique d'Imu, véritable démon biblique et roi du monde. Maintenant, on va plutôt se focaliser sur l'effet du Omen, l'effet de cette flamme aussi destructrice que régénératrice et comment elle est liée à Mother Flame, au Lunarian, à la fresque du Harley et à Bonnie. Donc, comme vous l'aurez très bien constaté, Omen est la technique principale d'Imu dans ce chapitre, lui permettant à la fois de blesser, d'exploser ou de régénérer. Tout le long du chapitre, Imu va utiliser du feu noir dans des attaques qui ne seront pas nommées, signifiant donc que ce n'est que son Omen qui est utilisé dans d'autres formes. En gros, de quasiment tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça ne vient que d'une seule technique. Imu a littéralement vaincu Mugiwara et Géant avec une seule et unique attaque. Je vous disais donc que cette flamme serait liée au Lunarian, accentuant davantage les similitudes entre Imu et ce peuple de dieu, car comme vous le savez très probablement, la particularité des Lunarians vient de leur flamme dorsale. King démontrait que lorsque celle-ci était active, il était purement et simplement immortel, rien ne pouvait le vaincre. Mais quand elle était inactive, là il retrouvait une certaine vulnérabilité, mais aussi une vitesse accrue. On a tendance à le zapper, mais les Lunarians sont également capables de créer du feu, d'en générer, comme King l'a très bien fait au chapitre 1022 en enflammant son poing et ce qu'il touchait avec. En fait, c'est même pas tant qu'il enflammait son poing, c'est littéralement qu'il invoquait une flamme à l'aspect d'ailleurs plus proche de la Mother Flame que d'une flamme basique, mais aussi relativement similaire à celle d'Imu et son mystérieux Omen. Donc, permettez-moi de poser la question à votre place, c'est quoi ce bordel autour des flammes, des Lunarians, Imu, tout ça? Je vais tout vous expliquer grâce aux éléments que nous avons et attention, ça va remonter très loin dans One Piece. Tout est lié aux Lunarians. Ils sont le cœur du passé, du présent, du futur. Déjà car nous avons de quoi penser qu'Imu fait partie de ce clan, mais aussi et surtout car comme leur nom l'indique, ils viennent probablement de la Lune. Ah, et d'ailleurs, Lunaria c'est aussi un mot latin, comme toutes les techniques d'Imu. Ça donne encore plus de raisons de penser qu'il vient de ce peuple, mais bref, c'est pas totalement le sujet. Grâce aux mini-aventures d'Ener, nous avons pu découvrir et certifier l'existence d'êtres extraterrestres, de leur civilisation autrefois florissante sur la Lune, mais aussi et surtout de leur petite visite sur la Terre, une visite qui se serait transformée en allée sans retour pour ces êtres lunaires. Oui, la Lune ne pouvait leur fournir davantage d'énergie. Gardez bien ça en tête, ils ont abandonné la cité Bilka pour la planète bleue par manque de ressources. C'est donc à partir de ce moment-là que les êtres célestes ont peuplé la Terre, les Bilkans, Skypéens, Chandia et bien sûr les Lunarians. Est-ce que nous avons une date quelconque pour se localiser dans le temps et savoir à combien d'années cette histoire remonte? Bien sûr que non, mes amis. Par contre, on peut être sûr d'une chose, ça date de bien avant les siècles oubliés, donc probablement bien avant le deuxième monde. Pourquoi? Car les Chandia, pour ne citer qu'eux, étaient déjà bien installés sur Terre et ce depuis un sacré bout de temps, à en juger la majestueuse Chandora qu'ils ont érigée. On peut même se payer le luxe d'être un peu plus précis sur ce point, car Robin, en lisant les écritures des ruines de Chandora, découvrit que cette cité connut une grande prospérité il y a plus de 1500 ans avant de disparaître il y a 800 ans.
Donc cette île a au minimum 1100 ans, mais probablement plus encore. Les êtres lunaires ont alors débarqué sur Terre bien avant tout ça, peut-être à l'époque du Premier Monde, voire même avant. Ok, et pourquoi encore une fois ? Parce que je pense que c'est précisément dans le Premier Monde que se trouvait l'énergie que cherchaient tant les êtres lunaires de Bidka qui, je vous rappelle, ont quitté leur cité qui en manquait. En fait, quand tu jettes un peu les premiers paragraphes du Harley sur le Premier Monde, tu comprends vite que c'est à ce moment-là que le feu a commencé à avoir une importance, une très grosse importance. Dès la première phrase, ça commence par « Sur la Terre, il y avait le feu ». C'est en tout cas ce que donne la traduction littérale en japonais. La Terre, c'est la Terre, GG Goji, bien joué, et le feu, ça serait Mother Flame. Enfin, la Mother Flame originelle plutôt, celle que Vegapunk voulait reproduire. Une flamme sûrement 10, 20, peut-être 100 fois plus grande, plus puissante que celle créée par le génie scientifique. Cette flamme originelle et surpuissante serait le fruit de la technologie des Bilkans lunaires ayant migré sur Terre, eux qui ont été assez avancés technologiquement pour créer toute une civilisation et des Spacey. Vegapunk, dans les derniers chapitres, nous a montré que la technologie pouvait tirer profit de l'énergie thermique et l'utiliser comme source d'énergie individuelle, tout comme ce fut le cas sur Egghead qui était entièrement alimenté par le feu. Donc, grâce à la richesse élémentaire que proposait la Terre, bien plus vaste et généreuse que la Lune, les scientifiques de Bidka sont parvenus eux-mêmes à créer cette fameuse Mother Flame originelle qui serait une source d'énergie infinie, parfaitement adaptée à leurs besoins technologiques, mais aussi terriblement dangereuse. Dangereuse pour eux ? Pas forcément, non, mais pour l'humain, oui. Et c'est là que vient la suite des textes du Harley. L'homme succomba à ses désirs et toucha au soleil interdit. Qui l'eût cru, l'homme voulait ce qu'il n'avait pas et ce qu'on lui interdisait. Première fois que j'entends ça de ma vie, waouh. Non, petite blagounette de ma part, puisque c'est la base même de la Genèse biblique. C'est par tentation que Adam et Ève ont consommé le fruit interdit de l'arbre du savoir. Il ne fait donc aucun doute qu'Oda cherche à établir un parallèle avec la Genèse de son propre monde fictif, où les humains ont cédé à une tentation interdite. Sauf que le soleil interdit n'aurait pas forcément offert le savoir et la connaissance, mais la puissance. Tout comme l'utilisation récente de Mother Flame a lentement poussé le monde dans le chaos de la guerre, c'était le début de la fin du Premier Monde et de son humanité. Les êtres lunaires, bien décidés à rester sur Terre, se seraient toutefois séparés, chacun dans son monde, chacun dans son élément. C'est ainsi que les Lunarians se sont retrouvés à être les gardiens de la Mother Flame originelle, s'isolant au sommet du plus haut des continents pour ne plus jamais attiser la convoitise des humains, voulant leur pouvoir et leur énergie, et les siècles passèrent tout naturellement. Nous sommes désormais dans le deuxième monde et beaucoup de choses ont changé après tout ce temps. Les Lunarians sont toujours les gardiens de la flamme éternelle au sommet de Redline, mais l'énergie et les radiations qu'elle dégageait ont commencé à influer sur cette tribu qui sera plus tard considérée comme divine. Plus simplement, les Lunarians ont subi des mutations. Contrairement à leurs confrères skypéiens, Bilkan ou Chandia, leurs ailes ne sont pas restées d'un blanc immaculé, mais se sont noircies. Ils se sont élevés au sommet de la chaîne alimentaire en profitant d'une étrange invulnérabilité causée par cette flamme similaire au feu éternel apparu dans leur dos, toujours à cause de l'exposition répétée aux radiations. Et bien sûr, ils ont développé une capacité, un pouvoir à générer du feu. Le même feu auquel ils sont exposés depuis des siècles. Alors, pause, je suis persuadé que ça en fait grincer des dents parmi vous. Que des radiations puissent changer le corps des Lunarians pour leur accorder des pouvoirs. J'ai bégayé, mais ça, c'est l'image de super-héros Marvel. Pour donner du poids à cette théorie et pour vous rassurer, je n'invente rien du tout. C'est déjà dans One Piece. Dans l'arc d'Egghead, nous apprenions que l'ADN pouvait être modifié pour y ajouter des pouvoirs de fruits du démon sans même avoir besoin de les consommer. C'est littéralement une manipulation génétique pour accorder des pouvoirs. Les fruits du démon en eux-mêmes sont des modificateurs génétiques de toute façon et d'un point de vue global, les séraphins sont la preuve que les êtres dans One Piece sont soumis aux mêmes règles fictives que l'on peut avoir dans des BD. La science sous toutes ses formes accorde des pouvoirs monstrueux. Et concernant l'influence du feu éternel des Lunarians, eh bien la Mother Flame de Vegapunk, qui je vous rappelle n'est qu'une pâle copie de la source d'énergie qui existait autrefois, semblait émettre des rayons radioactifs comme en témoigne la réaction douloureuse de Saturne lorsqu'il est rentré dans la salle du réacteur où se trouvait cette Mother Flame. Est-ce parce qu'il était en forme démoniaque ? Est-ce une réaction aux utilisateurs de fruits du démon ou de pouvoirs de fruits du démon ? Peut-être, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, la Mother Flame émet une énergie particulière et cette énergie, la flamme originelle devait l'émettre également, expliquant alors les modifications génétiques et biologiques subies par les Lunarians.
expliquant leurs ailes noires, leur invulnérabilité et leur capacité à générer du feu, ce même feu qu'ils ont donc gardé des siècles comme je vous le disais. Alors tout ça, ok, c'est très bien, mais ce n'était qu'une précision qui ne clôt pas mon histoire sur le deuxième monde. Les Lunarians ont donc subi des modifications suite à l'exposition à cette énergie exceptionnelle, tout en continuant à attirer le désir des humains, qui ne voyaient que par les possibilités infinies que la flamme éternelle pouvait leur offrir. C'est ainsi que d'une façon ou d'une autre, les Lunarians se seraient alliés à un royaume en qui ils avaient confiance, un royaume trop pur pour utiliser cette énergie nucléaire à mauvais escient. Ce royaume, c'est celui qui a attiré la jalousie à son tour de 20 autres rois il y a 900 ans. L'ancien royaume disparu. Technologiquement, super avancé pour son époque, bien plus que n'importe quel pays aujourd'hui, Vegapunk a découvert qu'ils utilisaient une énergie infinie qui l'inspira à mettre au point Mother Flame. Mother Flame est donc une copie encore imparfaite de la flamme gardée par les Lunarians qu'ils ont eux-mêmes partagée avec l'ancien royaume. Encore une fois, et bien que l'idée de partager une source d'énergie sous forme de flamme peut être difficile à imaginer, c'est pourtant précisément ce qu'a fait York en volant une partie de Mother Flame et en la vendant au gouvernement mondial qui l'ont utilisée pour alimenter l'arme antique ayant détruite Lulusia. Ce n'est donc pas seulement facile à imaginer, mais obligatoire même. Nous sommes obligés de prendre ce genre d'éléments en compte qui ne font qu'accorder du crédit à ce scénario. Voilà donc l'histoire faisant le lien entre les Lunarians, le feu et l'ancien royaume, mais où se trouve la place de Imu et du Omen dans tout ça? Si, comme je le disais dans la précédente review, Imu est bien un Lunarian déchu qui s'est rebellé contre son peuple pour reprendre sa place au sein des dieux en les éradiquant, alors il a aussi dû hériter de la flamme éternelle. En fait, je pense que d'une façon ou d'une autre, Imu a fusionné avec cette flamme, avec cette énergie, ce qui explique tous les traits de Lunarian qu'il possède, allant de la peau brune aux cheveux blancs et aux ailes noires, mais aussi à l'anneau de feu noir dans son dos. Moi qui croyais que c'était évidemment un nuage de Zoan éveillé, je commence à me convaincre qu'il s'agisse aussi et surtout de la flamme corrompue qu'il portait autrefois sur son dos. C'est donc maintenant que je peux enfin vous parler du Harley. Normalement, dans le fond, il y a le Harley là, mais on le voit pas assez, faut que j'édite tout ça. Ça change un peu, c'est stylé, non? Lorsque ce chapitre est sorti et qu'on s'est tous mis à analyser chaque détail de la fresque, une chose a davantage attiré l'attention, ce monstre difforme, géant, tout à gauche là, tenait dans sa main ce qui ressemble à un soleil. Ce qu'on s'imaginait le plus facilement, c'est qu'on ait affaire à Imu tenant Mother Flame. Et si nous avions raison, mais pas totalement non plus. Aujourd'hui, Imu ancre davantage son lien avec le feu, c'est bon, c'est indéniable, et vu la puissance et la transformation dont il est capable, honnêtement, je pense que personne n'a de mal à imaginer prendre l'apparence qu'on découvre aujourd'hui sur cette fresque. Mais alors cette flamme qu'il tient entre ses mains, est-ce vraiment Mother Flame ou plutôt la flamme éternelle, le trésor national des Lunarians qu'Imu aurait récupéré et assimilé? Eh bien, je pense que cette théorie tient d'autant plus aujourd'hui. Imu serait bel et bien l'héritier et l'incarnation même de cette flamme, ayant apporté autant de puissance et de technologie aux hommes. Mais je pense qu'une question trotte encore dans votre tête, pourquoi Imu voudrait Mother Flame pour alimenter l'arme antique s'il possède lui-même une sorte de puissance même encore plus grande? Précisément car la flamme d'Imu ne pourrait pas être utilisée comme source d'énergie et d'alimentation. Il peut bien détruire ou soigner, mais ça en est sa propre utilisation, rien à voir avec la centrale nucléaire que représente le Mother Flame, ce qui expliquerait pourquoi il avait besoin de cette puissance pour alimenter l'arme antique. Imu, lui, en serait incapable. Pour résumer donc brièvement cette longue partie théorie, les êtres célestes sont une civilisation avancée et scientifique venue de la Lune et ayant migré sur Terre par manque d'énergie. Ils y auraient créé une source d'énergie immense, la flamme originelle, qui a attiré la convoitise des humains et provoqué la chute du premier monde. Devenus gardiens de cette flamme, les Lunarians se sont isolés, tandis que leur exposition à cette énergie aurait modifié leur corps petit à petit. Dans un désir d'alliance avec l'ancien royaume, ils auraient partagé cette énergie qu'avec ce peuple, suscitant jalousie et envie aux autres rois du monde, provoquant ainsi la grande guerre du siècle oublié que l'on connaît aujourd'hui. Imu serait un Lunarian déchu, ayant fusionné avec cette flamme, mais incapable de l'utiliser comme source exploitable. Il n'en reste pas moins capable de prouesses qu'aucun autre être aujourd'hui n'aurait réussi à ce jour et trône là où son peuple vivait autrefois. Ah, et Bonnie? Que fout Bonnie dans cette histoire? Pourquoi ai-je pu la teaser un petit peu plus tôt? Là, on va pas parler de la flamme en elle-même, mais bien de la symbolique de ce pouvoir. Rendez-vous compte qu'Imu est tellement affecté par le rythme imperturbable du destin que sa première attaque nommée est précisément en rapport avec les présages, des signes d'un futur quasiment inévitable. Et Bonnie a une place très particulière dans cette histoire grâce ou à cause de son fruit du démon, le Toshi Toshinomi. D'apparence banale,
final, le Toshi-Toshi-no-Mi ne serait rien d'autre que la clé pour Imu pour changer le cours du destin, et c'est la raison pour laquelle Saturne a travaillé sur ce fruit du démon. Les récits prophétiques occupent une place importante dans One Piece, les mythes y sont omniprésents, évoquant le retour d'un homme destiné à briser les chaînes du monde, ou la fin de ce même monde. Ces prédictions ne sont donc pas seulement connues de certains peuples ou cultures isolées, le gouvernement mondial en a lui-même pleinement conscience, il est évident qu'ils anticipent ce retour depuis longtemps, et c'est précisément pour cela qu'Imu et le Gorosei se tiennent prêts à faire face à toute éventualité. Le pouvoir que Saturne a conféré à Bonnie lui donne la capacité d'altérer son état en fonction de la projection du futur qu'elle imagine ou qu'elle perçoit. Autrement dit, Saturne aurait mis au point ou même reproduit un fruit du démon capable d'influencer le futur lui-même. Ils savent qu'une prophétie annonce leur chute et ils cherchent par tous les moyens à empêcher qu'elle ne se réalise. Imu et le Gorosei nourrissent ainsi l'espoir de pouvoir altérer un destin censé être inévitable grâce au fruit du démon. Douce ironie d'ailleurs quand Gunko, l'une de leurs sbires, utilise des flèches capables d'influencer un mouvement en redéfinissant sa trajectoire, une façon à elle de décider et d'annoncer un destin à travers les directions de ses flèches. La crainte de voir donc s'accomplir les prophéties et présages annoncés depuis des siècles les a donc poussés à explorer toutes les options possibles pour reprendre le contrôle sur l'avenir, leur avenir. Celui où ils sont destinés à perdre une bataille commencée il y a 900 ans. Car oui, le Harley annonce bel et bien la victoire des protagonistes du Dieu Soleil en libérant le monde à la fin du troisième monde. Ça explique donc l'importance que Imu accorde aux fruits de Bonnie et à ses capacités qui semblent pouvoir influer non seulement sur l'utilisateur mais potentiellement sur l'équilibre global du monde. Leur objectif est très clair, pour survivre, pour gagner, le gouvernement, mais plus précisément Imu, doit modifier cette trajectoire écrite à l'avance, détourner la prophétie et redéfinir le destin. Le fruit de Bonnie agit sur l'âge, oui, mais aussi, semble-t-il, touche à la structure même du futur pendant un temps. L'imagination occupe un rôle central dans le fonctionnement des fruits du démon. Vegapunk a expliqué que ses pouvoirs sont liés aux possibilités conçues par l'esprit humain, que chaque fruit ouvrait l'accès à une réalité envisagée, et Bonnie illustre parfaitement ce propos et ce principe. Elle est capable de remodeler le futur en se projetant dans une version d'elle-même totalement libre, à l'image de Nika. Son fruit lui permet de projeter ses cibles dans des versions alternatives de leur existence, comme avec Luffy, projeté dans une version âgée de lui-même. Avec cette aptitude à intervenir sur le temps et ses différentes possibilités, Bonnie pourrait temporairement faire émerger différentes lignes temporelles où se dérouleraient diverses histoires et où les Anta et protagonistes auraient un destin différent. C'est exactement ce que rechercherait Imu, un pouvoir capable de l'extirper de ce cours du destin dans lequel il ne peut gagner, un pouvoir qui lui permettrait de refaçonner le monde l'espace d'un instant et lui permettre une victoire qui n'était pas écrite, en somme, un destin, un monde, une histoire dans lequel Joy Boy et Nika ne gagnent pas. Cette théorie que j'ai depuis la révélation des pouvoirs de Bonnie sur Egghead est peut-être un petit peu difficile à emmagasiner comme ça, mais dans le fond reste très simple. Le Toshi-Toshi-no-Mi est la preuve d'une peur du futur et d'un désir de le changer. Et si Imu y parvient, ça pourrait bien l'aider à gagner l'une des nombreuses guerres qui lui restent à mener. J'adore cette théorie, ces théories même que je vous propose depuis le dernier chapitre, mais lâchons un peu le côté lunarian, etc. et l'or même de One Piece pour parler un peu de puissance. Oui, on va continuer l'analyse du Omen, non pas dans sa traduction latine, mais plutôt dans sa traduction japonaise qui révèle, je trouve, un truc vraiment fou. Les deux kanji de la technique Omen se lisent Ma-ki, signifiant aura démoniaque, énergie maléfique ou énergie du démon. Pas de grande surprise, c'est à l'image de notre cher Imu, hein. Enfin, en tout cas ça vaut ce que ça vaut, mais ça valide encore plus l'idée qu'il ait mangé le fruit du démon originel. L'aura démoniaque, c'est aussi une façon de comprendre ce qui se passe autour d'Imu lorsqu'il bouge. Autour de lui, les objets inanimés prennent vie, chose qu'on assimilait dernièrement au Soru Soru no Mi de Big Mom. Mais quand il quitte la zone, les maisons reprennent leur apparence normale, signifiant que c'est littéralement, comme le titre du chapitre l'indique, mais aussi sa technique Omen, une aura démoniaque que Imu expulse et qui influence tout son environnement, tout autour de lui. Là, Imu va combattre Loki et probablement Luffy dans le prochain chapitre, et je pense qu'on pourra encore mieux voir cette aura démoniaque en action en transformant tout ce qui est inanimé autour de lui, mais peut-être pas seulement. Vu qu'ils sont actuellement proches de Nami qui vient justement d'arriver près du groupe de Sanji dans ce chapitre, est-ce que notre cher Zeus ne pourrait pas lui aussi être transformé en démon? Vu qu'il vient d'un pouvoir d'un fruit du démon, d'une âme de Big Mom, mais qu'il n'est de base qu'un nuage, est-ce vraiment fou d'imaginer qu'il subisse
la corruption d'Imu. Alors il y a Zeus, oui, mais si on part du principe que ça reproduit, entre guillemets, les pouvoirs du Solo Solo no Mi, Imu pourrait aussi donner vie aux éclairs qui tombent invoqués par Loki, ou aux flammes qui pourraient se mettre à brûler durant leur combat. Vu que Big Mom et Mother ont donné vie aux éléments, comme le feu, ça ne serait pas du tout une première. C'est très cool, j'adore, mais c'est encore moins que ce que je vais vous révéler. Toujours en analysant le japonais, les deux kanji utilisés sont donc Ma et Ki, comme je vous le disais. Et là, vous vous dites sûrement, mais haha, trop drôle, ça sonne comme Aki. Eh bien, riez pas trop, parce que ce n'est pas un hasard et Oda viendrait littéralement d'introduire le principe d'un Haki démoniaque. Comment vous expliquer sans trop vous perdre? Déjà, si vous voulez une vidéo assez complète sur le Haki, je vous conseille celle que j'ai sortie il y a plus de 4 ans. J'explique tout ce qu'il y a à savoir dessus, mais aussi l'étymologie de ce mot. Je vais quand même vous en faire un petit résumé ici, mais en gros, ce que vous devez savoir, c'est que Oda a caché un message. Pourtant très clair dans ce mot, le Haki se traduit et se résume par l'ambition et la volonté. C'est pour ça que plus tes convictions, ton esprit et ta volonté sont puissants, mieux tu t'élèves au-delà du Haki des autres. C'est aussi pour ça que tous les personnages, depuis le Nouveau Monde, ont un Haki si terrifiant, notamment dernièrement, car ce sont que des hommes et des femmes avec la détermination d'accomplir leurs rêves et leurs volontés, les ayant menés déjà aussi loin dans ce chemin, dans ce but. Ce n'est pas dit qu'ils y arrivent, mais ils y croient, ils se donnent les moyens de le faire, ça fait toute la différence. C'est peut-être aussi un petit peu pour ça que Usopp est à la traîne en ce moment, en termes de Haki, tant il semble capable d'abandonner rapidement ses rêves et sa volonté, si ça doit le mettre en danger. Bref, le Haki, c'est la volonté d'un personnage transformé en énergie, en puissance, voilà. Mais pas seulement. En fait, il y a une utilisation, un pouvoir du Haki que personne ne connaît, ou du moins qu'on ne comprend pas vraiment sans l'avoir analysé au préalable, c'est le Haki des rois. Je ne vous parle pas du Haki des rois capable de faire tomber des randoms dans les pommes ou de le revêtir comme du Haki de l'armement. Non, je vous parle d'un Haki des rois capable de créer une aura. Et celui qui nous l'a expliqué sans même le savoir, c'est pas Imu, c'est notre cher Zoro. Et ce, dès l'arc d'Enies Lobby. Quand il commence à invoquer son Ashura au chapitre 417 face à Kaku, ce dernier dit voir un dieu démon et se demande si sa simple aura spirituelle peut projeter une telle illusion. En japonais, lorsqu'il emploie le terme d'aura, on y trouve donc le kanji du Ki, celui aussi présent dans le Haki. Il aura fallu attendre 600 chapitres supplémentaires pour avoir un autre argument du style, et c'est face à Kaido. Chapitre 1010, légendaire moment au passage, internet était vraiment en feu, c'était fou. Nous avons un retour d'Ashura pour la première fois depuis des siècles, et ce, face à l'empereur Kaido. Zoro a été capable de blesser l'empereur avec cette attaque ultime, menant à l'un de mes moments préférés d'Onigashima, Kaido disant à Zoro « Alors, toi aussi, t'as le Haki des rois ». Les frissons. Kaido a ressenti le Haki des rois en Zoro lors de son attaque, car Ashura serait directement matérialisé par ce Haki. Kaku a ressenti une aura spirituelle quand Zoro a utilisé Ashura. Kaido a ressenti le Haki des rois quand Zoro a utilisé Ashura. Tout ça m'a mené à l'époque à me poser une question sur l'origine de cette manifestation démoniaque. Pouvons-nous parler de Haki démoniaque? Presque. En fait, c'est pas presque. On peut carrément parler d'un Haki démoniaque quand le démon ultime de One Piece l'utilise lui aussi 4 ans après cette vidéo. Il n'a pas créé d'entité à la Ashura, mais pourrait, en tout cas son aura, elle, donne vie à son environnement. Son aura, c'est son Haki des rois. Quand Shanks, lui, l'utilisait pour briser le bateau de Barbe Blanche, celui d'Imu aurait pu lui faire prendre feu ou transformer le Moby Dick en véritable petit démon, ou que sais-je encore. Il est donc important de prendre conscience que ce qu'on s'apprête à avoir dans ce combat opposant Luffy et Loki à Imu sera totalement différent de ce qu'on a habituellement. Ça ne sera pas un bête échange de coups entre utilisateurs de Haki des rois, car l'un d'eux se trouve à un stade encore plus élevé qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Que dire de plus sur ce chapitre? L'apparition magistrale de Loki à la fin face à Imu laisse penser qu'Oda va le faire combattre lui, seul, avant que Luffy n'arrive et qu'il semble plutôt en retard vu la vitesse ridicule à laquelle il mange. Scénaristiquement, il faudra sûrement que Luffy arrive en plein milieu du combat quand Loki ou Ragnar s'apprête à subir une grosse attaque d'Imu que seul Nika pourra éventuellement dévier. Mais là encore, normalement, ça ne signe aucunement une perspective de victoire pour les protagonistes. Le Gear 5 actuel de Luffy ou le Nidog de Loki ne pourront être suffisants. Oda ne peut pas faire descendre son dieu pour le mettre en difficulté face à eux alors qu'il a roulé sur tout Elbaf à l'instant. Imu est trop confiant. Il n'a eu et n'a toujours aucune hésitation à venir affronter les Nika et Nidog qu'il semble si bien connaître. Est-ce la raison pour laquelle il ne les craint pas, car il les connaît si bien qu'il connaît aussi leurs points faibles? Peut-être, en tout cas c'est plus qu'évident qu'il faudra beaucoup plus pour le repousser. Je pense même que la seule chose qui pourra sauver Luffy et Loki, c'est une limite de temps qu'Imu s'accorde pour rester sur Terre. À son arrivée, il saignait, là il utilise des techniques et pouvoirs dans une forme qu'il ne prend sûrement plus depuis des siècles. Il n'échappera pas
aux limites de son corps et se verra obligé de retourner sur la Terre Sainte avec tous ses chevaliers divins. Je pense aussi qu'il y aura quand même l'intervention de quelqu'un ou quelque chose qui permettra peut-être de provoquer ce retrait plus rapidement. Je pensais pas en parler dans cette review, mais il faudrait pas mettre de côté une possible apparition de Shanks le Roux. Quand on y pense, il est le seul protagoniste à avoir un Haki des Rois assez puissant pour peut-être faire frémir Ymue. Il est totalement lié à l'île d'Elbaf qu'il a visité récemment, mais aussi par son histoire qui nous a été davantage dévoilée ces derniers mois avec son frère, ses origines sur God Valley, Gaban et son rôle temporaire de chevalier divin. Et puis Luffy est en grand danger, si jamais il doit le sauver une nouvelle fois, quelle meilleure opportunité que de le sauver face à l'antagoniste ultime. N'êtes-vous pas d'accord sur ce point? Un antagoniste représentant d'ailleurs un démon, exactement comme le scénario final de ce foutu film Raid, opposant Luffy et Shanks côte à côte mais dans une dimension différente face au roi démon de la musique. Musique que Ymue semble aussi provoquer en donnant vie à son environnement grâce à son aura démoniaque. On va conclure par ça. Et si, voilà, tout simplement. Et si la rencontre tant attendue entre Shanks et Luffy, depuis le chapitre 1, allait avoir lieu là, dans les prochains chapitres, les prochaines semaines, les prochains mois, à l'occasion de l'apparition du plus terrible ennemi que les Mugiwara n'aient jamais rencontré. Donnez-moi votre avis, les bros, mais je pense bien que l'heure des retrouvailles est arrivée. Tout comme l'heure est arrivée pour nous de nous quitter à l'inverse. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette review. J'espère qu'elle vous aura vraiment bien plu. Je vous le rappelle, mais n'hésitez pas à liker cette vidéo pour soutenir gratuitement la chaîne. Abonnez-vous également, mais surtout prenez soin de vous et de vos proches, c'est bien le plus important. Merci à nouveau et à la semaine prochaine les bros. Peace.